Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier webinaire de l'année, le webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la création de l'espace Transgestion que j'ai l'honneur d'animer. Cet espace est un espace qui a été créé dans le cadre global de la réforme qui touche les OGA, donc c'est l'OGA de Bretagne et l'OGA de la Réunion ont aussi rejoint cette initiative. Et dans ce cadre-là, donc on reviendra vers vous avec des nouveaux produits, dont le premier est un produit exclusif et inédit qui est la garantie fiscale, dont on aura l'occasion de parler plus longuement peut-être tout à l'heure avec Eric, où on fera une autre et on fera un webinaire dédié. La garantie fiscale, elle est gratuite pour les adhérents 2022 et donc elle sera sur les comptes 2022. N'hésitez pas à consulter les informations sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, on est plus ici pour parler d'un sujet lié à l'exploitation de la data. Pourquoi les TPE sont-elles oubliées? On a le plaisir de recevoir Irène Balmès, qui est première femme data scientist, manager associé Lead Data Scientist chez Kinaps, et qui va nous parler de la data science et surtout la prédiction au service des entreprises. Moi j'ai d'abord une première question, Irène, donc première femme data scientist, vous êtes passée du secteur de l'aéronautique à la data science. Enfin, je veux d'abord savoir qu'est-ce qui vous a amené à... comment vous avez fait ce gap et ce parcours-là qui est plutôt impressionnant. Bonjour Sana, merci. Oui, première femme data scientist, en fait c'est un titre que j'ai gagné, j'ai participé à un concours, maintenant c'est en 2016, donc ça n'est plus à jour. Mais on a repris le titre. C'est ça, on reprend le titre quand même. Il y a tellement peu de femmes que on a sauté dessus et je vais le garder. Et je suis arrivée 5e effectivement, et donc première femme. Et j'ai battu beaucoup plus d'hommes que de femmes ce jour-là d'ailleurs. Bravo. Mais il y a d'autres femmes data scientists en France, et il y a d'ailleurs des communautés pour discuter entre femmes data scientists qui sont très actives. Et sur mon parcours, donc, j'ai commencé par faire, comme vous l'avez dit, un doctorat en astrophysique, donc sur la cosmologie, et puis au bout de 6 ans de recherche en astrophysique, je me suis rendu compte que j'en avais marre. Vraiment, je ne pouvais plus parler d'astrophysique, ça me donnait des boutons. Donc j'ai regardé ce que j'aimais bien faire dans mon métier, et je me suis rendu compte que les deux choses qui me plaisaient, c'était de faire des statistiques et de faire du code. Et c'était le moment où tout le monde se mettait à parler de big data. D'accord. Et donc je me suis dit c'est le moment de se lancer, parce que en fait la data science c'est pas, on l'applique aujourd'hui aux entreprises, mais c'est pas une nouveauté. Si on regarde justement en astrophysique, des statistiques et du code, on en fait depuis très longtemps. Et sur des grands volumes de données aussi. Et vous en faisiez aussi en étant astrophysicienne? Alors j'en faisais sans le savoir, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à me former à la data science et à regarder ce que c'était vraiment ce nouveau sujet dont tout le monde parlait, je me suis rendu compte que c'était plein d'algorithmes, dont certains que j'utilisais déjà dans mon métier d'astrophysicienne. D'accord. Ok. Et du coup, en fait, pour revenir à tout ce jargon-là, comme tu as dit, c'est des nouveaux métiers, mais plus, moi j'ai l'impression que ce sont plus des nouvelles appellations aussi. Donc on parle de big data, d'algorithmes, de data science, tout ça. Pas mal de jargon en fait. Par moment, on a l'impression qu'il faut un décodeur en fait pour comprendre un peu la communauté liée à la big data. D'abord, je voudrais pour nos internautes commencer par définir ce que c'est que la data science. Qu'est-ce que c'est que la data science tout simplement? Alors, la data science, c'est l'utilisation de grands volumes de données maintenant pour essayer, soit de faire des visualisations, déjà faire des visualisations, faire des analyses sur les données froides, ça rentre dans le domaine de la data science. Et ça peut permettre d'obtenir des informations, de mieux se rendre compte de ce qu'on a dans les données, de mieux comprendre les phénomènes qu'on observe. Et il y a aussi tout ce qui va être faire de la prédiction. Et ça, c'est la grande nouveauté depuis 15 ans, on va dire. On est de plus en plus capable de faire des prédictions, de faire des classifications aussi. C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, si on regarde le comportement d'un consommateur, on va
prendre un consommateur et essayer de se dire ce client-là, est-ce qu'il va avoir envie d'acheter plutôt une assurance auto ou une assurance vie dans les 6 prochains mois, et on va essayer de chercher par rapport à tout l'historique des consommateurs qu'on a pu voir précédemment, est-ce qu'ils se rapprochent plus de ceux qui ont acheté une assurance auto ou de ceux qui ont acheté une assurance vie. D'accord. Donc plutôt pour cibler aussi des produits en fait pour les entreprises. C'est ça. Alors ça permet de cibler des produits pour les entreprises, mais ça permet aussi de faire plein d'autres choses. Ça permet de faire du diagnostic automatique. Par exemple, sur des images de mammographie, on peut regarder les images et les passer par un algorithme et essayer de repérer s'il y a des traces de potentiel cancer du sein ou non. Et ça, voilà, donc ça ouvre plein de cas d'usage. Et pour ce qui est du jargon, effectivement, il y a beaucoup de jargon et beaucoup de termes qui apparaissent. Et je pense que c'est même encore un petit peu augmenté ces dernières années, parce que la data science arrive dans son âge mûr. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était le tout début, on faisait des POC, donc il y avait un seul métier qui était data scientist. Maintenant, on se rend compte que ce métier-là, c'est trop large, c'est un chapeau qui est trop grand et qu'il faut le sous-diviser. Donc on commence à voir l'apparition de data engineer, ML engineer, data scientist, data analyst, architecte big data. Architecte big data, qui sont là, c'est encore un métier complètement différent, mais on précise mieux tous ces champs, et donc il y a beaucoup de noms de métiers qui apparaissent effectivement. D'accord. Et c'est pas toujours évident, on a parfois l'impression, quand on discute avec certaines personnes, on sait pas toujours s'ils parlent le même langage que nous ou pas, s'ils ont les mêmes définitions ou si leurs définitions sont... D'accord, donc en fait au sein même de la communauté, on s'accorde pas sur les terminologies et les... Au sein de la communauté, si, mais quand on discute avec des gens qui font du recrutement, par exemple, il faut toujours regarder et éplucher une offre d'emploi pour savoir si la recherche de data scientist est effectivement une recherche de data scientist ou plutôt de ML engineer peut-être. D'accord, ok. Très clair. Du coup, ce qui m'emmène en fait à l'autre question, puisque chez France Gestion, on a pas mal de TPE et c'est la cible. Quelle est en fait, selon toi, les données en fait qui peuvent intéresser les partenaires des TPE, que ce soit les banques, les fournisseurs, les assurances, ou quelles sont aussi les données qui peuvent permettre en fait aux TPE de tirer parti et tirer profit en fait au niveau de leur commercialisation ou au niveau même d'un point de vue aussi financier. Alors, le nerf de la guerre, c'est d'avoir suffisamment de données pour que ça soit utile. Et donc, au niveau des TPE, il peut y avoir des cas où on a déjà soi-même un ensemble de données suffisamment grand, un ensemble, suivant ce qu'on cherche à faire, un historique de données peut être suffisamment important si on est en exercice depuis plusieurs années et qu'on a conservé les données historiques. Sinon, je pense que passer par des associations qui vont permettre de regrouper les données et de tirer profit de toutes les données des adhérents, de toutes les données du secteur, ça peut être une très bonne façon de faire et d'arriver à tirer de l'information de ces données. Et quelles pourraient être justement ces données-là qui pourraient intéresser alors au niveau des données qui peuvent être intéressantes, au niveau budgétaire, on peut travailler sur les données, des données d'atterrissage budgétaire, des données vraiment pour la gestion de l'histoire de l'histoire budgétaire, essayer de prédire les retards de facturation, ce genre de sujet. On peut aussi travailler sur des données RH, donc là qui peuvent être beaucoup plus sensibles. Donc il faut garder en tête les contraintes réglementaires évidemment. Ouais, mais il y a aussi maintenant des façons alors qui ont été développées dans le domaine de la santé, des façons d'entraîner des algorithmes sur un ensemble de données sans que les acteurs se partagent les données les uns les autres. C'est-à-dire que en respectant la RGPD, en gros, c'est ça ? C'est ça, en respectant la RGPD et la confidentialité, on entraîne un algorithme sur 5 ensembles de données, mais
aucun des ensembles ne voit les données des autres. D'accord, il récupère juste les informations il récupère juste les informations pertinentes. Il y a des entraînements qui sont locaux, puis des entraînements globaux qui vont permettre d'obtenir un algorithme qui est efficace sur toutes les données sans que personne n'ait vu les données de l'autre. D'accord, oui, ce qui permet de ne pas forcément les partager tout en mutualisant ses propres les données entre plusieurs services ou même plusieurs entreprises peut-être dans l'exemple. C'est ça. Dans le cas d'usage pour lequel ça a été développé, c'est les données d'hôpitaux. D'accord. Et donc c'est fait explicitement pour que les hôpitaux puissent, comme tu l'as dit, mutualiser leurs données sans les partager. D'accord. Oui, du coup, c'est intéressant par rapport à la confidentialité de la donnée et des données des personnes. Oui. Et puis, surtout les RGPD, comme tu viens de le préciser. Du coup, ça me fait penser à une autre question. Du coup, par rapport aux algorithmes, en fait, on en parlait. Un algorithme, en fait, c'est une opinion qui est codée. Donc, elle est codée par des êtres humains. Et aujourd'hui, l'une des problématiques, pour moi, c'est vraiment le fait, l'objectivité en fait d'un algorithme, et puis son éthique. On voit beaucoup d'exemples sur le marché, que ce soit l'exemple le plus parlant, ça a été Facebook, dont l'intelligence artificielle a été raciste en quelques journées ou en quelques heures. L'autre, c'est la voiture autonome, en fait, qui a des problèmes éthiques. En fait, pour moi, ça, on entend parler depuis un certain temps. L'objectif d'un algorithme, c'est qu'il soit vraiment éthique, objectif, qu'il respecte un certain nombre de points et pour que je puisse l'utiliser. Comment, en fait, on peut construire un algorithme alors qu'il est construit par un humain? Comment on peut faire pour le construire et pour qu'il respecte tous ces fondements-là et pas tomber dans la dérive où on va se retrouver sur un algorithme qui, finalement, ne correspond pas à ce que je veux moi, puisque je n'ai pas la même sensibilité que toi? Oui. Alors, c'est une question très intéressante et très vaste et sur laquelle on est de plus en plus en train de se pencher. Alors, sur la question de la voiture autonome, c'est une question très intéressante parce que là, c'est un algorithme qui prend tout seul les décisions. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est particulièrement dangereux, quelque part. Mais si on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure du diagnostic automatique, il y a a priori un humain entre l'algorithme, sa décision et son effet sur le monde réel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les algorithmes, c'est des aides à la décision. Et il ne faut jamais oublier, c'est un biais qu'on peut avoir effectivement, et du coup ce que tu expliques là est très, très pertinent. Il ne faut jamais oublier que l'algorithme, il peut tout autant être biaisé et subjectif qu'un humain, parce qu'il aura été entraîné sur des données qui sont partielles, parce qu'il a été entraîné sur, si on prend un algorithme qui va décider si quelqu'un doit recevoir un crédit ou non, il a été entraîné sur des données historiques qui contiennent la subjectivité de tous les humains qui ont pris les décisions, donc il n'est pas entraîné sur des données objectives. Il est entraîné sur des données historiques qui sont subjectives, qui contiennent les biais. Donc il peut tout à fait dévier, et c'est intéressant et important qu'il y ait dans ce cas-là un humain qui soit en mesure de dire mais en fait, dans ce cas-là, je ne suis pas entièrement d'accord avec l'algorithme, ou j'ai un doute, donc je vais peut-être aller demander un deuxième avis, je vais peut-être... voilà. Vous les auditez normalement en algorithme quand vous le créez pour refaire un contrôle, comme nous par exemple en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, on fait des autocontrôles, d'autorévision par moment ou des choses Alors comme ça. c'est quelque chose qui commence à arriver effectivement, et on commence à avoir des clients des entreprises qui viennent nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez, voilà, on a fait un algorithme, est-ce que vous pouvez l'auditer et nous dire ce que vous en pensez? Il y a une espèce de méthode d'audit automatique dans l'entraînement de l'algorithme, c'est-à-dire que quand on entraîne un algorithme, on ne l'entraîne jamais sur toutes les données qu'on a à disposition. On garde toujours quelques données dans un coin et on va tester l'algorithme sur ces nouvelles données qu'il n'a jamais vues. D'accord. Pour voir comment il fonctionne. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a des données qui sont ce qu'on appelle les données d'entraînement et des données de test. Ça, c'est la base.
Mais après, effectivement, faire un audit pour les algorithmes qui sont cruciaux, qui sont critiques, c'est pertinent et intéressant. On parlait tout à l'heure de Facebook. Les algorithmes de Facebook ne sont à ma connaissance pas audités autrement que par des personnes qui font des tests eux-mêmes, c'est-à-dire des associations, j'ai presque envie de dire d'activistes, qui vont faire des tests et qui vont essayer de voir ce qui se passe. Donc tout n'est pas audité encore, mais ce serait intéressant qu'il y ait de plus en plus d'algorithmes qui soient audités, qui soient revus, et parce qu'en fait on n'est pas capable de mettre en évidence un biais si on ne l'a pas testé, et personne ne peut penser à tous les biais possibles. Oui, puisque nous, en tant qu'utilisateurs de Facebook, moi je n'ai aucune idée de ce qui pourrait mal marcher, si ce n'est j'ai lu quelques études ou entendu des choses. C'était l'étude de Cambridge qui dit que il me semble qu'au bout de 10 likes, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Au bout d'une centaine, il vous connaît mieux que les personnes de votre cercle familial. Enfin, c'est à tomber par terre. Mais voilà, effectivement, je ne le voyais pas en surfant sur Facebook. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont... c'est vrai qu'on part sur Facebook qui parle plus peut-être aux gens qui nous regardent, mais si on le transpose aussi sur le modèle des entreprises, on a des données personnelles, et il faut qu'elles soient protégées, il faut qu'elles soient sécurisées, et ça c'est un véritable enjeu en fait de pas savoir. Enfin voilà, pour moi l'algorithme est un enjeu, même si on l'audite. Qu'est-ce qui me fait tilt pour savoir qu'il n'est pas bon avant de l'auditer? Ou alors on part du principe qu'il faut toujours le faire auditer? Alors, il faut toujours faire des tests sur des ensembles de données, et éventuellement des ensembles de données qui ne viennent pas de la même source. Je vais prendre un exemple un petit peu bateau, mais là, avec le Covid, il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis dans les 6 premiers mois ou la première année après l'apparition du Covid, qui essayaient de faire de la détection automatique de Covid sur des radiographies de poumons. Et ils avaient des algorithmes qui fonctionnaient très très bien. Et puis il y a des chercheurs qui sont repassés dessus, qui ont refait l'étude et qui se sont rendus compte qu'en fait, ce qui menait principalement la décision de l'algorithme, c'était la police d'écriture des caractères en haut de la radio. Et ça s'expliquait parce que c'était des algorithmes qui avaient été faits au tout début de l'épidémie, à un moment où il y avait des hôpitaux qui envoyaient des données où il y avait beaucoup de patients Covid, des hôpitaux qui envoyaient des données où il y avait très peu de patients Covid, et ils n'utilisaient pas la même police de caractère. Et donc l'algorithme, il s'est basé sur ce qui paraissait le plus simple, la police de caractère. Donc en fait, si j'ai écrit en calibri, j'ai Covid. C'est ça. Donc ça montre bien l'aberration du truc. C'est que l'algo fonctionnait très bien, il fonctionnait très bien sur les données sur lesquelles il a été testé, parce qu'il y avait cet effet simplement de début d'épidémie, quoi. Et une façon de se convaincre que l'algorithme fonctionne bien, c'est d'essayer de le rendre explicable. Si on arrive à savoir, par exemple dans ce cas-là, si on arrive à savoir sur quelle zone de l'image l'algorithme s'est basé pour donner son avis, on va se rendre compte qu'il se base sur l'entête en haut à gauche, c'est-à-dire pas du tout un endroit qui paraîtrait important. Et donc, il y a un champ de recherche à l'heure actuelle, c'est de rendre les algorithmes de plus en plus explicables. Il y a certains algorithmes simples qui sont assez naturellement explicables, c'est-à-dire que si j'utilise simplement une série d'additions avec des poids multiplicatifs sur les valeurs, je vais pouvoir vous dire la valeur la plus importante c'est l'âge du patient par exemple, je sais pas. Mais si on utilise des algorithmes beaucoup plus complexes tels que ceux qui étaient utilisés dans le cas des radios, on va avoir plus de mal à les expliquer. Et donc il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur comment faire pour rendre ces algorithmes explicables, pour au moins savoir quelle est la zone de l'image, par exemple,
qui a drivé la décision. Parce que du coup, ce cas-là, je ne le connaissais pas, il m'interpelle vraiment. Du coup, en fait, quand on code un algorithme, on ne lui demande pas sur quelle zone d'image y aller. La personne ne s'est pas rendue compte qu'elle regardait les mauvaises parties de l'image. Alors, ou c'est qu'ils sont allés trop vite ou Non, pas du tout. C'est des algorithmes, les algorithmes d'analyse d'image, donc qui sont des réseaux de neurones, ce qu'on appelle le deep learning. Ce sont des algorithmes qui sont extrêmement complexes. Le deep learning, ce qui est l'apprentissage approfondi, enfin pour les gens qui nous regardent. C'est ça, c'est l'apprentissage approfondi. C'est une technique qui fonctionne, qui fonctionne depuis 2015-2016 à peu près, vraiment bien, et qui est bluffante. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on considérait que c'était impossible pour un algorithme, pour un ordinateur, qu'on lui donne une image et qu'il soit capable de dire ce qu'il y a sur l'image. Maintenant, il fait quasiment aussi bien qu'un humain, voire mieux. Donc c'est vraiment bluffant et ça peut très très bien fonctionner. Mais ça implique des quantités de calculs qui sont énormes et des quantités de paramètres qui sont énormes. Quand je dis énorme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 1000 paramètres ou non, pas 1000, plutôt des milliers de paramètres pour interpréter une image. Et c'est très difficile d'aller du résultat, de retourner sur l'image et de savoir ce qui a motivé le résultat. On commence à savoir le faire parce qu'on s'est rendu compte que c'était très important et que en fait ça. Dommage de commencer à me faire je suis désolée, mais ça m'interpelle en fait. Oui, moi je trouve ça très très intéressant de voir tous les moments où il y a eu des problèmes parce que ça nous apprend des choses très intéressantes. Ouais. Et que en fait c'est presque plus intéressant de connaître les cas où ça a mal fonctionné, de comprendre pourquoi et d'aller avancer là-dessus que de voir tous les cas où ça a bien fonctionné. Il y a plein de cas où ça fonctionne très bien. Le deep learning, c'est aussi les méthodes que Google utilise à l'heure actuelle pour faire de la traduction automatique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les 10 dernières années, Google Translate, c'est devenu... c'est très bien fait maintenant. C'est extrêmement bien, alors qu'il y a 10 ans, ça peinait quand même beaucoup. Il y a même 5-6 ans, déjà, c'était... Ouais. Et pas si... Ouais, c'est vrai, effectivement. D'accord, merci pour toutes ces explications-là. Du coup, en fait, ma dernière question, avant qu'on passe aux questions des internautes, c'est... du coup, en fait, tu m'avais parlé de plein de cas d'usage que tu avais eu, notamment auprès de tes clients, que ce soit dans le domaine de la santé, RH, ta prédiction. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus pour comprendre, du coup, vraiment les cas d'usage. En fait, c'est ce qui nous permet de plus toucher le doigt à la technologie, comprendre en fait ce que c'est. Et tu peux nous partager un peu ces expériences-là? Bien sûr. Moi, comme je travaille dans tous les secteurs, c'est vrai que j'ai pu voir des cas d'usage un petit peu de tout type. On a eu des cas d'usage dans l'industrie, par exemple, sur la maintenance automatique de machinerie, essayer de mieux les monitorer, de comprendre, de détecter des pannes plus en amont. On a des cas d'usage budgétaires dont on a déjà un petit peu parlé. Prédire l'atterrissage financier, là on est en fin d'année donc c'est tout à fait d'actualité. Essayer de comprendre à l'intérieur d'une entreprise quels projets risquent d'être en retard et de ne pas avoir consommé leur budget en fin d'année pour peut-être aller alerter les personnes en charge de ce projet-là pour que ça active un petit peu et éviter de ne pas consommer tout le budget qu'on a sur l'année. On a des sujets autour des RH aussi. Alors ça fonctionne mieux sur des grandes entreprises, mais prédire le nombre de départs à la retraite qu'il va y avoir dans les prochaines années, par exemple. Je dis que ça fonctionne mieux quand on a un volume et un volume d'employés qui est important. Et puis on a des sujets aussi, donc beaucoup dans le domaine de la santé, dans le domaine de la banque et de l'assurance, pas mal aussi, par exemple sur essayer de déterminer le comportement des clients,
qui va... est-ce que c'est le bon moment pour faire ce qu'on appelle la détection de moments de vie, pour repérer quand quelqu'un va potentiellement acheter une voiture, pour lui proposer un crédit voiture au bon moment ou une assurance voiture au bon moment, ce genre de sujet. Et si on peut revenir juste sur l'algorithme de prédiction et notamment d'atterrissage financier, puisque ce qui intéresse plus ici les experts comptables, les adhérents et les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'il ne sera pas biaisé? Moi, ça m'a fait peur tout ça là. Comment m'assurer qu'il ne sera pas biaisé au final? Je t'ai effrayée. Alors, cet algorithme-là, c'est un algorithme qui n'est pas du deep learning, donc déjà on le comprend mieux, il est plus explicable. Ok. Alors c'est quoi si c'est pas du deep learning? Alors en l'occurrence, je crois que il nous est arrivé de mettre en place ce qu'on appelle des random forests. C'est-à-dire traduction s'il te plaît. C'est ce qu'on appelle des forêts aléatoires. D'accord. En fait, il y a un algorithme de base du machine learning qu'on appelle un arbre de décision, qui va globalement, mettons qu'on ait 3 variables, il va essayer de, sur chaque variable, trouver un seuil pour séparer son échantillon. On va mettre d'un côté les gens qui ont des retards, de l'autre les gens qui n'ont pas de retard, les projets qui ont des retards, les projets qui n'ont pas de retard. On va essayer de se dire, sur la durée du projet, est-ce que c'est un bon indicateur de retard ou non retard? D'accord. Et prendre des décisions comme ça. Tous les projets qui ont moins de 6 mois, je vais les mettre à droite. Tous les projets qui font plus de 6 mois, je vais les mettre à gauche. Et je vais essayer de séparer successivement jusqu'à à la fin n'avoir que des projets qui ont des retards ou que des projets qui n'ont pas de retard. Pour dire, si on a un projet qui fait plus de 6 mois et que il vient du département machin et que le budget est inférieur à temps, alors je sais qu'il n'y aura pas de retard. D'accord. Et donc ça, c'est un arbre de décision. Une random forest, c'est on prend plusieurs arbres de décision et en se débrouillant pour qu'ils soient tous différents, sans leur donner tous les mêmes données. On appelle prendre plusieurs hypothèses aussi peut-être ou non? Non, là c'est vraiment interne à l'algorithme, c'est la tambouille interne pour les rendre plus robustes en fait, pour que même si les données d'entrée changent un petit peu, l'algorithme soit capable de ce qu'on appelle de généraliser et d'être efficace d'être efficace même sur un cas qu'il n'a pas vraiment vu avant. D'accord. Et donc cet algorithme-là, l'algorithme de forêt aléatoire, l'avantage c'est que on peut dire pourquoi la décision a été prise. On peut retracer, on peut se dire ok, la décision est prise parce que la variable la plus importante dans ma décision c'est la durée du projet. Et là on peut aller voir les gens qui sont du métier et leur dire est-ce que ça correspond à votre intuition ou pas? D'accord, on la teste sur le terrain parce que la variable peut être biaisée, peut être pas la meilleure en fait variable à prendre. Alors la variable peut ne pas être la meilleure variable à prendre, tout à fait. En général les algorithmes de ce genre-là, à moins qu'on se soit trompé, et dans ce cas-là... dans l'écriture de l'algorithme, c'est ça? Dans l'écriture de l'algorithme, ou bien dans le recueil des données, ou bien dans la définition de la cible de l'algorithme, on va... Si on se rend compte que la première variable que ça renvoie comme étant la plus importante n'a aucun rapport, mettons que la variable la plus importante ce soit le prénom de la personne qui porte le projet, on va se dire il y a un problème. D'abord, pourquoi j'ai pris le prénom de la personne qui porte le projet comme indicateur dans mon algorithme? Ça c'était sans doute déjà une erreur à la base. Mais on va pouvoir se dire ok, il y a un souci, je vais essayer de comprendre d'où ça vient et résoudre le problème. Et donc on arrive à avoir des algorithmes sur lesquels on a une compréhension du fonctionnement qui permet de s'assurer que c'est sans doute pas
on n'est sans doute pas dans le cas des radiographies du Covid de tout à l'heure. Ok, mais du coup, je me dis du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment la data qu'on a utilisée à l'entrée, la donnée, il faut qu'elle soit fiable et tout ça. Oui. Que l'entreprise ait déjà fait ce travail avant de passer à la phase algorithme. Oui, alors la phase de collecte des données est très importante. La phase de mise en qualité des données aussi, d'exploration et de compréhension. Il y a des cas qui peuvent être un petit peu bêtes, mais nous on a eu un sujet où on essayait de prédire si un client allait venir à un rendez-vous ou non. Oui. Et le premier algorithme qu'on fait tourner, on le fait tourner comme ça, et on se rend compte que la variable la plus importante, c'est le nombre d'enfants du client. Oui, on se dit c'est quand même très curieux. Donc on est allé voir les gens qui avaient récolté la donnée. On est tout à fait dans le cas qu'on regardait tout à l'heure. On est allé voir les gens qui récoltaient la donnée, on leur a demandé est-ce que vous avez une explication. Ils nous ont dit ah mais oui bien sûr. C'est que le nombre d'enfants du client, on ne le remplit dans la base de données que si le client est venu au rendez-vous. Parce que sinon en fait on lui demande pas. Du coup c'est pas une variable. Du coup c'est pas une variable qu'on peut utiliser pour prédire si le client est venu au rendez-vous ou pas. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on sait a priori quand on reçoit la donnée. Si on n'a pas été discuté avec les gens qui la collectent. Donc il peut y avoir des effets comme ça où on se retrouve sur des choses. D'où l'intérêt de bien cadrer un projet. D'où l'intérêt de bien cadrer un projet et d'être... avec les gens du métier aussi. Avec les gens du métier et d'être toujours en contact avec les gens du métier pour leur dire on a vu quelque chose là, on comprend pas tout à fait, ça nous paraît un peu étrange, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ok. Merci beaucoup Irène. On va passer peut-être aux questions. J'avais une grande question. On a parlé tout à l'heure de piste d'audit et en fait on se rend compte que finalement effectivement la donnée analysée n'est pas forcément toujours la plus pertinente. En tout cas remonter la donnée est vraiment important. Donc qu'est-ce qui, dans un rôle d'auditeur aussi qui est le mien en tant qu'expert commissaire aux comptes, comment est-ce qu'on peut s'assurer du traitement de l'algorithme? Comment est-ce qu'on peut remonter un petit peu la piste d'origine pour comprendre pourquoi il y aurait un biais à un moment donné en fait qui reste un vrai sujet? Et ma deuxième question qui est aussi un petit peu en lien. On a parfois des institutions dans nos métiers et quel rôle l'institution dans ce data lake en fait, qui a été évoqué en début d'intervention. Est-ce qu'on a plutôt un rôle de conservateur, de flux ou de normalisateur sur ces données? Alors sur la première question, je pense que le point important c'est de comprendre le terrain, comprendre vraiment comment la donnée est collectée. Comprendre s'il y a des corrélations entre des données, par exemple des choses qui ne sont a priori pas corrélées, mais à cause de la façon dont les données sont mesurées, il va y avoir une corrélation. C'est tout à fait l'exemple du nombre d'enfants. Là, on crée artificiellement une corrélation entre le nombre d'enfants et la présence au rendez-vous. Mais il y a plein d'autres cas où ça peut arriver. Si on est sur des machines, il peut y avoir un capteur qui dysfonctionne dans certaines conditions, et principalement dans certaines conditions. On peut avoir dans le domaine de la santé, si on regarde les patients qui arrivent aux urgences, il y a des tests qu'on ne peut pas réaliser quand le patient est dans un certain état, et du coup il va y avoir une corrélation entre le résultat de ces tests et l'état du patient, même si a priori il y en a pas réellement. Donc l'important c'est vraiment comprendre comment la donnée est collectée et comment elle est transmise aussi. Vérifier qu'il n'y a pas de perte d'information dans la transmission, qu'il n'y a pas à un moment un passage d'une base de données à une autre où on rajoute un champ parce que historiquement on avait l'habitude qu'il y ait ce champ-là, alors là on le rajoute et puis on met des valeurs aléatoires parce que en fait on n'avait pas bien fait attention et voilà. C'est des choses qui peuvent arriver et qui vont dégrader la qualité de la donnée qu'on a en sortie. Et ça, c'est la seule façon, c'est remonter la chaîne. La source, en fait, de s'assurer de la donnée initiale. S'assurer de la donnée initiale. Et sur le deuxième sujet, donc quel est le rôle de l'institution potentiellement par rapport à ces données? Rôle de l'institution.
Ça dépend un petit peu de l'institution, je dirais. Est-ce que vous avez un exemple en tête? On a aujourd'hui au niveau par exemple de la profession des experts comptables, par exemple, un sujet important sur l'ensemble des données qui transitent en fait par nos cabinets, qui sont traitées par les professionnels et experts comptables, avec une grande question qui est de savoir effectivement qui détient cette donnée. Est-ce que c'est déjà l'expert comptable ou son client? Et derrière, on a aussi l'institution qui elle-même tente de structurer en fait l'ensemble des opérations au travers de la génération du fichier source, pour le coup, qui est la facture, et de tenter de conserver en fait cette donnée pour faire que ce soit au sein de la profession. Et la vraie question, qui est un peu une question piège pour vous, j'avoue, est plus de voir si effectivement l'institution a plutôt un rôle de normalisateur, donc de faire en sorte de normaliser cette donnée pour permettre justement d'avoir une donnée d'origine fiabilisée, ou est-ce qu'on a vocation à la conserver pour créer de la valeur, un peu à l'image d'un Facebook qui conserve beaucoup de data sur ses utilisateurs? Est-ce que c'est vraiment... pour vous, quel est effectivement un petit peu vous aviez évoqué les biais en fait dans l'analyse des données des radios Covid, et donc finalement si l'institution, le ressentiment que j'ai, c'est que si l'institution normalise, il y a moins de biais potentiels, libre après à chacun par contre de potentiellement aller voir tel ou tel opérateur, mais... C'est ça. Moi je pense que si on conserve la donnée sans la normaliser, elle ne servira à rien en fait. Donc il faut que l'institution dans ce cas-là soit aussi soit normalisateur, soit prescripteur de normes, et dit voilà, les bonnes pratiques c'est de faire de cette façon-là, et c'est ce qu'on vous demande de faire par exemple. Merci. Merci Denis. Enchanté Irène. Bastien, on s'est rencontrés tout à l'heure. Ma question, avant même de parler justement d'exploitation de la donnée par l'IA ou par d'autres supports ou par d'autres technologies, on sait que pour utiliser la donnée, il faut déjà la collecter, il faut la structurer, la nettoyer et puis la stocker. Aujourd'hui, je suis TPE, je me dis que ça, c'est pas ma portée. Je me dis que c'est beaucoup trop gros, c'est un projet réservé aux grandes entreprises. Comment on pourrait imaginer les choses? Alors, soit on a aujourd'hui des écosystèmes comme ce que propose Microsoft, on en parlait tout à l'heure, où tout est déjà prévu pour être interconnecté. Par contre, si j'utilise des produits métiers, comment est-ce que je pourrais arriver à me dire je vais pouvoir assez facilement interconnecter tous mes modèles de données pour les exploiter? Est-ce qu'il faut imaginer, je ne sais pas, une standardisation ou des concentrateurs qui permettraient à chacun de pouvoir connecter leurs différentes sources de données, un peu ce qu'on a connu avec l'automatisation, où il y a certains outils aujourd'hui qui ont permis de démocratiser et mettre en place de l'automatisation sans être programmeur. Comment est-ce que tu verrais les choses à ce niveau-là à l'avenir en termes de concentration de données et d'exploitation? Alors, standardiser les données, j'y crois pas beaucoup, parce qu'il y a trop de sources, donc partir de la standardisation, j'y crois pas. Par contre, partir du fait que y a des entreprises qui vont créer des éditeurs de logiciels, par exemple, qui vont créer les logiciels utilisés par les TPE. Eux, ils sont dans une bonne position pour faire des partenariats peut-être avec d'autres entreprises qui vont pouvoir utiliser les données qui sont stockées là-dedans pour faire des algorithmes par-dessus. Voire faire eux-mêmes les algorithmes. Si on est éditeur de logiciels, on a des clients qui sont venus nous voir sur ces sujets-là. Et dans tous les cas, essayer de... Il y a toujours moyen, si la donnée existe, qu'elle est propre et qu'elle est bien stockée, il y a toujours moyen d'aller router les bons champs au bon endroit et de se dire en fait je vais mettre des fils aux bons endroits et je vais aller chercher la donnée aux bons endroits si elle existe et qu'elle est là. Donc la standardisation, j'y crois pas, mais je pense que c'est toujours utilisable et qu'il y a souvent des obligations de stockage de données. Donc la stocker, on le fait déjà. Si on la stocke
autant réfléchir un petit peu à la façon dont on la stocke, aux tables qu'on va mettre pour que ça soit propre et réutilisable facilement. Et puis, sans aller jusqu'à faire un algorithme, quelquefois avoir une bonne façon de visualiser ces données, ça permet déjà de prendre des décisions plus facilement. Et là-dessus, des entreprises qui proposent de faire des visualisations de données, il y en a plein et qui sont en mesure de se câbler très facilement, quel que soit le format des données derrière, quel que soit leur... Et donc, si une TPE qui voudrait se préparer, alors la visualisation c'est une chose, l'exploitation c'en est une autre. Comme des très bons exemples qui ont été cités en début de webinaire, une TPE qui voudrait se préparer pour l'avenir, ça ne serait pas une idée folle que d'imaginer demain des sociétés indépendantes qui offriraient des moyens physiques de centraliser les données, non standardisées, j'entends bien, mais centraliser ces données, leur offrir un peu leur data lake aux TPE, mais quelque chose d'accessible à leurs moyens, sur lesquels on pourrait faire fonctionner des algorithmes sur même des jeux de données, mais de façon indépendante pour ne pas partager, comme ça a été évoqué, cette manière-là, et ainsi de suite, de pouvoir, pour permettre à chacun de pouvoir exploiter leurs données, mais sans disposer de leur propre data lake et leur propre data scientist. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit, c'est un petit peu ce qui se passe dans le cloud. Si on décide de mettre ces données sur AWS ou sur Google Cloud, il y a assez facilement des services de data science qui vont avec. Très très clair. Merci. Merci. Merci Bertrand. Donc Marie-Noëlle Thomas, je travaille chez Isfer, donc on est spécialisé vraiment dans le traitement, la collecte, le nettoyage d'informations, et je travaille avec une équipe de data scientists au sein de laquelle il y a une femme, donc je serais ravie de vous la présenter. Donc notre métier, il y a déjà de la data science dedans, et ça nous permet sur l'ensemble des entreprises en France d'établir un score de risque de défaillance pour l'ensemble des entreprises. Donc, par rapport aux biais possibles dont on se parlait tout à l'heure, c'est vrai que nous, on vérifie finalement une fois par an que ce qu'on a prédit, c'est ou pas réalisé justement pour adapter. Ma question finalement pour vous, c'est que ça, quelque part, on sait déjà le faire. Aujourd'hui, ce que nous développons, c'est aussi beaucoup de scores sur mesure, ce qu'on appelle des scores sur mesure, c'est-à-dire que ce sont des entités qui nous confient une forme d'information, qui est leur échantillon, c'est leur échantillon de données, que nous croisons avec l'ensemble de la base des données de l'entreprise en France, notamment, pour être capable de créer un score, un nouveau score, qui repose là aussi sur la data science. La question c'est finalement, et par rapport aux échanges que nous avions tout à l'heure, comment ne pas biaiser l'échantillon que nous propose notre client en entrée pour arriver à produire finalement la bonne information en sortie. Puisque l'enjeu du client est de croiser ces informations avec l'ensemble des informations sur toutes les entreprises en France. Quels sont finalement les points d'attention que nous devons avoir lorsque on échange avec ces clients qui nous disent voilà, je veux créer un score de fraude, donc je veux arriver à mieux détecter la fraude, mais lui ne connaît que la fraude sur l'environnement qui est le sien, sur son cercle de clients par exemple. Nous avons également des scores pour prévoir, je dirais, des tendances dans les médias, des choses comme ça, mais qui reposent sur des échantillons qui nous sont confiés par nos clients. Comment s'assurer et quels sont les risques finalement sur ces échantillons qui nous sont confiés? Alors, le risque, ce serait un risque qui est un biais dans l'échantillon qui vous est confié, c'est ça? Oui, un biais au départ. Ça, c'est très très difficile comme question, à moins que vous ayez aussi l'information sur le reste de votre échantillon, sur la banque de données que vous avez aussi. Et dans ce cas-là, vous pouvez comparer l'échantillon que vous donne votre client par rapport à votre échantillon, voir si, je ne sais pas, si les tailles des entreprises sont similaires, si les chiffres d'affaires, pour essayer de regarder comme ça si l'échantillon qu'on vous a donné correspond à l'échantillon global que vous avez.
Et éventuellement, s'il y a des critères qui n'appartiennent qu'aux clients. Eh ben, s'il y a des critères qui n'appartiennent qu'aux clients, là c'est beaucoup plus dur. Là, on n'a pas vraiment moyen de regarder un ensemble de données comme ça. Si on n'a pas un ensemble de références, on ne peut pas savoir s'il est biaisé ou pas. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire plus de réunions avec les clients sur les questions? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des points pour éviter ces biais? Alors, c'est ce que... Oui, bien sûr. Enfin, in fine, toutes les questions que vous vous posiez, nous les posons aussi en entrée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sur voilà, des calculs de délai de paiement, des choses comme ça, pour prévoir, comme vous disiez, des atterrissages, ça permet... ça, on arrive à le faire parce qu'on est sur une donnée objective qu'on peut comparer à un plus grand échantillon de données qui est internalisé. Mais lorsqu'on est vraiment sur des questions très pointues, voilà, c'était une question, mais ça peut être une question qui reste ouverte. En fait, peut-être la question à se poser en face, c'est est-ce que le biais serait grave? Parce que c'est possible que votre client il ait affaire à un ensemble d'entreprises qui n'est pas représentatif de l'ensemble d'entreprises du monde réel. Enfin, tout l'ensemble d'entreprises qui est possible. Mais c'est possible aussi que les données qu'il a soient représentatives des clients qu'il a effectivement, enfin qu'il n'y a pas de... j'ai du mal à expliquer correctement ma pensée, excusez-moi. Mais si votre client, par exemple, s'adresse uniquement aux entreprises du luxe, c'est évident qu'il va y avoir des données sur ces entreprises qui vont être très différentes de l'échantillon global. Mais comme il ne s'adresse qu'à ces entreprises-là, lui faire un score pour ces entreprises-là, ça a du sens que ça soit biaisé sur que l'échantillon soit biaisé sur certaines valeurs. Et ça ne veut pas dire que ça va introduire un biais dans l'algorithme et dans le score que vous allez lui proposer. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Merci. C'est un sujet très intéressant. Très, 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 qui nous occupe beaucoup. Eric, bonjour Irène. Bonjour Eric. Une question un peu prospective par rapport à l'évolution. Notamment chez nous, bientôt, on aura ce qu'on appelle les factures qui vont être intégrées directement dans la comptabilité, les fameuses évolutions de la facture numérique. Est-ce que vous avez des prédictions, sans jeu de mots, par rapport à... On aura beaucoup plus de données. Et alors, on a des fantasmes du genre, est-ce qu'on sera capable de dire quelque temps, bien écoutez, vous avez, moi je constate chez vous, cher client, vous avez acheté un produit pour X euros et votre confrère d'à côté il a acheté moins cher, ou capable de dire là tiens vous avez un délai de règlement qui est extrêmement anormal par rapport à d'autres, ou capable de dire votre assurance est extrêmement chère par rapport à l'autre. Est-ce qu'on peut arriver à un raisonnement comme ça, puisqu'on aura beaucoup plus de data, énormément, puisque tout sera dématérialisé? Est-ce qu'on peut avoir est-ce que je fantasme dans mes idées, ou c'est une idée où voilà, j'ai l'impression qu'on va arriver à un truc comme ça? Est-ce que j'ai tort de penser ça, ou je me trompe? Voilà. Non, j'ai pas l'impression. Alors, je connais pas suffisamment le sujet métier pour être capable de dire effectivement si oui ou non c'est ça qui va arriver. Mais les propositions de cas d'usage que vous faites là me semblent tout à fait typiques de ce qu'on pourrait essayer de faire. Dire à quelqu'un les entreprises du même type que vous achètent leur assurance 10% moins cher, c'est pas très compliqué de faire ça. C'est déjà quelque chose que EDF fait. Si vous regardez, ils vous disent les foyers du même type que vous consomment 15% d'électricité en moins. Là, il n'y a même pas vraiment d'algorithme derrière. Il y a juste un petit peu de... Il y en a quelques-uns, mais vraiment, vraiment très basiques. Il y a de la classification de clients pour essayer de comprendre quels sont les clients qui sont similaires. Et derrière, c'est une simple comparaison après à la moyenne sur certaines valeurs qui peuvent être intéressantes. Donc c'est je pense, assez facile à faire et tout à fait accessible si la donnée est disponible.
Trop bien. Quand la donnée sera disponible, donc ça Voilà. sera accessible. Toute la question est là. Oui. Merci beaucoup. Merci Eric. Tiens Eric, je crois que tu es là avec nous, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la garantie fiscale? La garantie fiscale, donc... c'est une idée que nous avons eue au sein de France Gestion, donc de faire une garantie fiscale, mais contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas uniquement le truc classique que tout le monde a déjà et que les confrères font certains, que moi personnellement pour l'instant du cabinet j'ai déjà, donc la garantie, donc prise en charge des honoraires d'un avocat et d'un expert comptable. On a négocié donc jusqu'à hauteur quand même de 20 000 euros, et là quelle que soit la taille du client. Mais on a fait un truc encore beaucoup plus fort, extrêmement inédit, que certains confrères me disaient que c'était impossible de faire, mais on a réussi à le faire, et avec un assureur connu du marché, et on a réussi à négocier donc une prise en charge de l'impôt, ce qui est un cas révolutionnaire, de l'impôt et des intérêts de retard, jusqu'à hauteur de 5 000 euros, sachant que bien sûr c'est un cadre très précis, on ne parle que de charges, on ne parle que de contrôle, on va analyser ces charges. On va faire le métier habituel que faisaient les centres de gestion, à la seule différence qu'on dira aux confrères, voilà, j'ai constaté, tiens, vous avez un outillage de plus de 5 000 euros, il corrige pas, c'est son problème, tiens, on a constaté à la Saint-Valentin de restaurant de 3 000 euros, alors on fait des remarques. À partir de là, lorsqu'on était dans l'ancien temps, j'allais dire, qui marche encore, pendant encore un an, on disait aux confrères, bah écoutez, chers confrères, bah là ça va pas, refaites la déclaration fiscale, là il fait ce qu'il veut, il fait ou il fait pas. Simplement, s'il a un contrôle et qu'il y a un redressement dessus, il ne sera pas couvert par cette assurance. Par contre, si on n'a pas vu un problème sur une charge parce qu'on ne l'a pas vu, l'impôt serait redressé jusqu'à 5 000 euros, on prendra en charge et l'assurance est d'accord de le faire. Donc c'est vrai que ça va être un avantage, je pense, pour le confrère, qui peut être assuré, y compris pour les adhérents, parce que là, on parle bien sûr d'erreurs de bonne foi. Et pourquoi pas dans le cas de l'examen de conformité fiscale que certains confrères pourraient demander de faire, on pourrait bien sûr le faire en plus, qui peut être un vrai argument. Et je pense que c'est un argument, un vrai besoin, je pense, pour les adhérents, et pourquoi pas pour le confrère, qui rassurera également sa propre signature. Donc c'est une idée révolutionnaire, et je pense que ça sera donc offert en 2022 à nos adhérents, avec bien sûr l'idée extrêmement claire d'en récupérer d'autres, parce qu'évidemment ça ne concerne pas uniquement que l'impôt sur le revenu, dont actuellement ils ont l'avantage d'adhérer chez nous, on peut prendre y compris l'IS. Alors il y a juste une limitation, on a limité à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et à moins de 10. Donc c'est quand même pas mal. Et on espère bien sûr qu'avec cet avantage-là, qu'on va offrir en 2023, en 2022. En 2023, de toute façon, on reverra tous nos tarifs, puisque finalement, on aura une autre façon de voir. Et on espère que les adhérents resteront chez nous en 2023 et qu'ils ne partiront pas, parce qu'ils auront un intérêt d'adhérer chez nous. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y aura de la data. Il y a la data, il y aura le numérique. On a plein d'idées à France Gestion. On essaye de rajeunir également le conseil d'administration. On a des jeunes confrères, des jeunes consoeurs, et donc là-dessus, on a plein d'idées qui servira à la fois pour les confrères et à la fois pour nos adhérents, parce que l'important c'est de faire les deux, d'avantager pour les clients et les adhérents et les clients, les futurs clients maintenant. Merci beaucoup Eric. Il y a peut-être une dernière question. Déjà, merci Irène, merci Sana, c'était très intéressant. Moi, ma question, c'est plus, ça rejoint un peu de Eric, qui est peut-être plus global, les évolutions que vous voyez dans les prochains 5-10 ans, aussi en tant que juste TPE, comment ça va m'impacter, ou les grosses évolutions que vous verrez. Je pense que les TPE elles-mêmes vont probablement pas développer chacune leur propre cas d'usage. Par contre, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'éditeurs de logiciels qui proposent des solutions avec de l'IA intégrée et qui vont couvrir des cas d'usage qui vont être d'intérêt pour les TPE. Alors ça va sans doute être sectoriel, et suivant les secteurs ça peut arriver plus ou moins vite, mais... Et vous voyez exactement des applications vraiment concrètes ou des choses que vous avez évoquées avant? Déjà, il y a des choses qui sont en train de rechercher aujourd'hui, de mieux expliquer une boîte noire et ce qui se passe vraiment dedans. Est-ce que, dans 5-10 ans, des choses, je ne sais pas, des cas concrets ou quelque chose qu'on peut s'imaginer qui sera arrivé jusque-là?
Non, là-dessus, je saurais pas trop. Je vais pas m'avancer. Ok. Parce que je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. Et le secteur des TPE est un secteur que je ne connais pas assez pour m'avancer là-dessus. Ok, bah, merci beaucoup. Merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup Irène. Merci Sana. Il y a eu pas mal de questions de nos confrères, consoeurs et les éditeurs de notre profession qui t'ont challengé. Merci d'avoir répondu. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On reviendra bientôt en janvier pour la suite des webinaires. Et puis, comme je vous disais au début, pour vous proposer plein de nouveaux services de franche gestion, notamment la garantie fiscale qui a été présentée par Eric. On vous dit une bonne année et à l'année prochaine. Au revoir.